les instituts de formation. Donc, il y aura beaucoup d'événements au cours de cette semaine et j'appelle de mes voeux que ce soit une opportunité de connaissances réciproques entre le monde du travail et le monde de la formation et une perspective de pas de côté, j'ai envie de dire des deux côtés. Donc, pour qu'il y ait une interaction très forte, pour servir au mieux les besoins en formation et le besoin en emploi, pour accompagner aussi les demandeurs d'emploi vers nos métiers, vers nos formations, vers nos besoins, parce que je pense qu'on peut faire sans doute plus ou mieux que ce que nous faisons. Pour cela, troisième point, c'est le point de l'innovation. Donc, nous souhaitons, au sein de l'agence, contribuer à l'attractivité des métiers. C'est pour nous essentiel face aux difficultés de recrutement que nous connaissons tous, et avec l'ambition de le faire avec vous, en innovant avec vous, en prenant appui aussi sur les exemples que vous pouvez nous proposer, que vous pouvez nous soumettre, et ça va être une opportunité cet après-midi de le mettre en avant. On peut travailler sur plusieurs choses, plusieurs aspects, plusieurs dimensions, un temps de travail revisité, travailler sur des semaines de 4 jours. On peut aussi faire des pas de côté en trouvant des formations innovantes. On peut faire vraiment beaucoup de pas de côté. Ces innovations, nous devons les accompagner, devons les promouvoir tous sans relâche. J'aurais pu citer par exemple aussi l'exemple d'un institut qui a vu le jour en Vendée au sein d'une structure médico-social au sein d'un EHPAD. Donc, un cadre, un lien entre l'emploi et la formation, un lien avec une ambition d'innovation à tout niveau. Et donc, pour cela, pour nous, il sera important de soutenir ces modèles qui sont innovants, ces expériences, de soutenir ce qui est proposé notamment à travers le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, donc ce que nous propose le GIEC, qui est bien là pour répondre aux besoins de recrutement grâce à l'alternance, donc sur des modèles qui sont là aussi essentiels et innovants. Donc, je remercie le GIEC qu'ils aient cette possibilité de présentation et qu'ils nous donnent envie d'aller vers ces modèles innovants. En tous les cas, nous appelons au sein de l'agence de tous nos voeux cette ambition que nous partageons avec vous. Et nous serons très à l'écoute de vos observations, de vos questions, de vos idées pour progresser ensemble. On ne le fera que si nous le faisons de façon concertée, la plus ouverte possible, avec des expériences de territoire. Donc, bonne séquence et bonne séance à tous. Alors, est-ce que les collègues donc, de France Travail sont connectés? Est-ce que vous souhaitez... Bonjour. Oui, Désolée, bonjour. un petit peu de retard nous concernant. Merci. Bonjour Karine, bonjour Monsieur Jumel. Merci. Alors peut-être sans paraphraser ce qu'a dit Monsieur Jumel rapidement. Pardon. Oh, excusez-moi. Pardon. Vous avez vu, je vous ai monté en termes de responsabilité. Ah ben, là, vous m'avez fait franchir une étape quand même grand cap, trop importante pour moi. Veuillez m'excuser. Oui, donc sans paraphraser ce qu'a dit Monsieur Guéroult, effectivement. Merci de nous associer voilà, sur ce webinaire qui illustre vraiment la première étape et qui s'inscrit dans le cadre de la semaine du soin et de l'accompagnement social qui se déroule voilà, cette semaine du 31 mars au 4 avril. L'idée via ce webinaire, c'est d'illustrer effectivement comment mieux collaborer différemment, comment recruter autrement via effectivement cette illustration via le GEC 49. Donc, merci et puis bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Merci. Madame Bobinet, on vous laisse la parole. Oui, merci. Donc, on va faire une présentation du GEC Santé Sociale à 2 voix, puisque je suis accompagnée de Gabriel Guibert, qui est directeur de la résidence des Aubrières, on dit maintenant, je crois. Dans 2 jours. Dans 2 jours, à Saumur, et qui effectivement est adhérent au GEC. Donc, on va essayer de faire une présentation assez claire et concrète, assez rapide pour qu'on puisse après avoir un petit temps d'échange et pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais démarrer par le début, en expliquant, en déroulant un petit peu l'acronyme GEC. Qu'est-ce qu'est un GEC ? Un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Alors, groupement d'employeurs sous forme associative, puisqu'un GEC est une association loi 1901 qui est dirigée et qui est pilotée donc par ses adhérents.
Le I pour insertion, puisqu'en fait, un GEC recrute des demandeurs d'emploi prioritaires. Donc, des critères qui sont définis par arrêté, qui sont les mêmes que l'insertion par l'activité économique. Mais ces personnes on a l'habitude de dire qu'on est vraiment à la dernière marche de l'insertion, puisqu'en fait, les personnes qui sont recrutées par le GEC doivent être en capacité totale d'intégrer le monde de l'entreprise, c'est-à-dire ses codes, ses règles, ses valeurs, ses obligations, et puis doivent aussi avoir une appétence pour la formation, puisque le Q de GEC, c'est qualification. Et effectivement, un GEC ne propose que des contrats avec de la formation qui visent une qualification, et on utilise, en fonction des situations des personnes, soit le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Qui sont les adhérents du GEC Santé Sociale 49 ? Eh bien, ce sont des organismes qui gèrent des établissements à but non lucratif dans le secteur des personnes âgées ou structures handicap de différentes tailles, hein, puisque du coup, dans nos adhérents, on a une association qui gère un seul établissement, type EHPAD 50-90, ou des associations beaucoup plus grosses qui gèrent des établissements et services dans le secteur du handicap et qui ont plus de 400 salariés. Donc, on vous a mis une petite carte aussi pour voir comment sont déployés sur le territoire les adhérents du GEC, qui sont essentiellement effectivement sur le 49, avec une petite pointe, vous voyez, en haut du département, qui déborde sur le 72. Alors, le GEC Santé Sociale, ce n'est pas une structure complètement indépendante, hein, puisque ça fait partie d'un réseau national. Les GEC sont un réseau national, une fédération qui existe depuis plus de 30 ans. On est plus de 200 GEC partout en France, dans des secteurs d'activité très différents. Le point commun qu'on a tous, c'est effectivement de connaître des tensions au niveau RH. Pour ce qui concerne le médico-social, on est encore très peu, puisque sur les 200 GEC, nous sommes uniquement 5 GEC médico-sociaux pour intervenir auprès des structures. Après, on a nos GEC un peu cousins, qui sont sur les mêmes métiers, mais qui sont sur le service à domicile. Peut-être aussi pour dire aussi un cadre et un réseau et un label, du coup, puisque tous les ans, on passe en commission label pour avoir le label GEC, sur lequel on est scruté sur une quinzaine de critères, qui va de la gouvernance de l'association aux critères de caractéristiques de public. On est regardé sur les taux de diplomation, sur les taux de sortie emploi. Enfin, il y a tout un critère. Et tous les ans, donc, on remonte un dossier pour réobtenir le label. L'historique peut-être du GEC Santé Sociale, qui est un GEC assez récent, hein, puisqu'il a été créé en 2021, dans la période post-Covid, où les tensions RH étaient très vives. Donc, la création a été impulsée à l'initiative de quatre associations qui ont décidé effectivement de lancer le projet suite à une étude d'abord d'opportunité, puis une étude de faisabilité, et qui, après, l'objectif était d'être rejoint par d'autres établissements. Donc, 2021, la création. 2022, le début des premiers parcours, en mars 2022. 2023, l'association comptabilise 10 adhérents. Et 2024, donc notre deuxième année pleine de fonctionnement, nous avons eu le label Acteur du handicap, décerné par la Fédération française des GEC, qui marque effectivement une forte implication auprès des demandeurs d'emploi ayant une reconnaissance travailleurs handicapés. Et c'est un public que le GEC souhaite développer et pour lequel on a monté un projet avec l'OETH et la Fondation Malakoff Humanis
pour pouvoir créer un poste de chargé de mission alternance et handicap qui travaille pour notre GEC, mais qui travaille aussi pour 3 autres GEC du département. Vous pouvez m'interrompre à tout moment quand même si vous avez des questions ou des précisions. Je continue sur les 3 objectifs prioritaires d'un GEC, enfin en tout cas du GEC santé sociale. Le premier point, c'est effectivement développer l'attractivité des métiers de la santé et du social et d'être un interlocuteur visible sur le territoire et identifiable par les prescripteurs, être une sorte de porte d'entrée où effectivement les prescripteurs de l'emploi peuvent envoyer les demandeurs d'emploi qui montrent effectivement un intérêt pour notre secteur d'activité. Le deuxième objectif, c'est de faciliter le déploiement des formations par l'alternance au sein des organisations. L'alternance, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans notre branche professionnelle. Donc, l'idée, c'est que le GEC puisse effectivement aider au déploiement de ces formations auprès des établissements. Et le troisième point, très important, qui est l'objectif d'un GEC, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi dans notre secteur d'activité. Donc, d'informer sur les métiers, de soutenir les projets professionnels dans le secteur et puis de sécuriser aussi par un accompagnement socio-professionnel quand on est dans la phase de professionnalisation. Donc, vous avez le petit schéma qui illustre bien l'écosystème d'un GEC avec effectivement en haut tout le GEC au centre, avec en haut tous les partenaires de l'emploi, tous les prescripteurs de l'emploi, avec lequel on travaille sur le sourcing. Et puis en bas, la trilogie GEC, centre de formation et structure médico-sociale pour le déploiement des parcours de formation. Alors, les parcours, on en a 3 actuellement qui ont été déterminés au lancement du GEC, tout en sachant qu'effectivement, l'objectif d'un GEC, c'est de s'adapter aux besoins des adhérents. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que demain, ce sera d'autres métiers. En tout cas, les trois parcours principaux qu'on propose, c'est le diplôme d'état d'aide-soignant, celui d'accompagnant éducatif et social, et puis le titre d'agent de service médico-social, qui est un titre qui est assez nouveau, qui est assez peu connu par les employeurs, mais qui est intéressant puisqu'il permet de qualifier des agents de service. Et dans le cadre de ce titre, il y a un module autour de l'accompagnement des personnes. Donc, c'est aussi un titre qui peut permettre de mettre en appétit des personnes qui souhaiteraient évoluer après vers les métiers plus de l'accompagnement et du soin, donc plus sur des parcours d'aides-soignants et d'accompagnants éducatifs et social. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des parcours. Grosso modo, on est sur des parcours entre 12 et 18 mois pour le parcours d'aide-soignant. Donc, des parcours qui sont quand même assez longs, avec des diplômes d'État et ou titres professionnels. Avant de rentrer un petit peu avec Gabriel dans le concret des choses et comment on collabore entre GEC et adhérents, quelques petits chiffres sur les parcours qu'on a engagés 2022, 2023, 2024. Donc, on a démarré 54 parcours. Donc, on en a 28 qui sont encore en cours, 48 achevés et quelques ruptures. On est dans le taux de rupture commun à la branche, à notre branche en tout cas, au niveau des GEC santé sociale, c'est un peu ce taux de rupture qu'on a. Au niveau de la répartition des métiers, donc on a une petite dominante AES, puisque 63% des parcours démarrés sont des parcours AES, 26% aides-soignants, 9% agents de service médico-social et on avait démarré 2%, on avait démarré un parcours de moniteur éducateur aussi, on a testé un parcours de moniteur éducateur l'année dernière. On a un taux de diplomation qui est de 88% sur les 3 années, tout diplôme confondu. Et puis une répartition des parcours à 67% dans le secteur du handicap et à 33% dans le secteur des EHPAD. Voilà pour la présentation un peu générale des objectifs du GEC, des parcours et de l'historique. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail avec Gabriel pour vous expliquer comment on fonctionne et puis quel est l'intérêt en fait de travailler avec un GEC.
Excusez-moi, Madame Bobinet. Mhm. On a juste 2 questions en fait qui sont arrivées sur le chat Oui. pour savoir si les adhérents sont obligatoirement des associations ou si des établissements de la fonction publique territoriale ou hospitalière peuvent adhérer. Statutairement, c'est possible, effectivement. Dans les statuts, il est tout à fait possible que des établissements fonction publique adhèrent au GEC. C'est possible. Merci. Et la deuxième question, du coup, parce que nous, on n'a pas... C'était fonction publique territoriale ou fonction publique extra-hospitalière? Ok. Sur le fonctionnement en tant que tel et le fonctionnement pratico-pratique, donc toute la partie en amont qui pour l'établissement est la partie un peu invisible, c'est tout le travail que fait Géraldine avec son équipe, donc sourcing, présélection, accompagnement. Suite à ça, Géraldine nous propose des candidats que l'on va rencontrer, avec lesquels on fait généralement une séance de mise en situation professionnelle. L'objectif n'étant pas d'évaluer les compétences professionnelles de la personne puisqu'elle est là pour venir se diplômer, mais faire une évaluation de ses savoir-être, ses qualités professionnelles, sa capacité à s'intégrer dans une culture d'entreprise et également s'assurer du bon étayage du parcours, puisqu'on peut encore avoir des personnes qui, arrivées à cette phase-là et confrontées au public, du coup se rendent compte que le public n'est pas forcément ce qu'ils pensaient. Ça permet aussi de faire des réorientations, c'est aussi la force du GEC et de son réseau, c'est qu'une personne qui candidate et qui pense que son profil, ça va être l'EHPAD, fondamentalement peut se rendre compte que ça ne fonctionne pas, et du coup on peut la réorienter vers un profil plus suivi de personnes en situation de handicap, ce qui permet de maintenir le candidat dans le processus de professionnalisation. Le gros intérêt que j'y vois, moi, en tant qu'employeur, c'est la qualité du sourcing. C'est-à-dire que quand un candidat nous est proposé, à 90%, on est sûr de ses savoir-être. L'autre élément, c'est que ça permet de faire des paris sur des profils qu'on ne prendrait pas forcément en direct. On reçoit tous des CV qui parfois nous paraissent plus ou moins bancals, sur lesquels, en fonction de la situation, on n'a pas forcément le temps ou l'envie d'aller creuser un peu plus. Là, c'est tout le travail de Géraldine d'aller creuser sur ces profils, de ressortir des pépites, pouvoir nous les proposer et de faire en sorte qu'on puisse les accompagner. Le suivi par le GEC permet aussi l'élimination d'un certain nombre de freins, puisqu'on est toujours dans le parcours de l'insertion. Donc, ça veut dire qu'on va aller questionner la mobilité. Nous, c'est principalement ce qu'on travaille sur Saumur, la mobilité. Où en sont les gens dans le passage de permis? Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement pour se former à faire du vélo? Voilà, ce genre de choses, c'est des choses qu'on a fait de manière très pratique et qui permettent finalement d'engager dans un parcours des personnes qui auraient été bloquées dans le cadre d'un recrutement plus classique. L'autre intérêt du GEC, c'est que c'est un fonctionnement qui est assez souple pour l'employeur, puisqu'au final, c'est une mise à disposition. Ça veut dire que moi, tel que vous me voyez, je suis rendu à mon 4e ou 5e parcours d'alternant. J'ai aucune idée de comment on monte un dossier d'alternance. C'est le travail du GEC de monter ces dossiers-là. Nous, notre engagement en tant qu'établissement, c'est comment on accompagne l'alternant, comment on le forme, comment on fait du lien avec le GEC et l'Institut de formation pour identifier les points d'amélioration et les difficultés et faire évoluer la personne sur ces éléments-là, et comment on lui transmet notre culture d'entreprise et notre appétence pour le métier
pour qu'à la fin de la formation, on puisse pérenniser la personne sur son poste. Donc, aucune gestion administrative sur le parcours qui nous concerne. L'autre intérêt, notamment en lien avec le conseil d'administration, c'est tout le travail en réseau. Je vous disais que vous avez des personnes qui peuvent passer de l'EHPAD au handicap et vice-versa. L'intérêt, c'est de travailler ensemble. Ce n'est pas de se faire concurrence sur le territoire. C'est de se dire aussi que on travaille tous pour un objectif, c'est amener des professionnels diplômés sur le marché du travail. Si derrière, ils peuvent rester dans l'établissement, on est content, c'est un plus. Mais l'objectif, c'est de se dire qu'on amène un professionnel en plus sur le secteur. Ça veut dire aussi qu'entre nous, on discute des modalités d'accueil. Donc, ça veut dire qu'on va consolider nos modalités d'accueil du nouveau salarié et du stagiaire. Ça veut dire que le stagiaire est aussi capable de nous faire des remontées de ce qu'il a pu vivre dans d'autres établissements. Et l'idée, c'est aussi de prendre ce qu'il y a de bon ailleurs. Et donc, on est dans une espèce de dynamique à la route des mines, en démarche qualité qu'on connaît bien, qui est de se dire que chaque parcours d'alternant est différent, nous force à individualiser les choses. Et dans cette individualisation, on se rend compte que notre parcours d'accompagnement de la personne qu'on pensait plutôt carré, il y a toujours des petits trous dans la raquette qu'on peut améliorer. Si la page vient se tourner. On est bien du coup sur un travail d'alternance, ce qui veut dire qu'on est sur des personnes qui montent en charge, qui montent en capacité, qui veut dire que de la part de l'établissement, c'est un nécessaire travail d'accompagnement qui prend du temps, mais qui est plutôt valorisé et apprécié par les personnes qui sont sollicitées pour le faire. Nous, par exemple, ça nous a forcé dans nos processus de doublon à mieux lister les priorités par rapport à l'accompagnement des résidents, mieux tracer ce que la personne a vu ou pas en doublon, et mieux tracer notre capacité à évaluer l'acquisition des compétences par l'apprenant. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir des tuteurs formés ou en cours de formation, puisque maintenant, pour accueillir des apprentis, il faut avoir une qualification que Géraldine a passée d'ailleurs, que mon IDEC a passée, donc c'est 4 jours, c'est ça ? 35 heures. 35 heures. Voilà, ça se fait bien. Et il n'y a pas besoin d'avoir acquis le diplôme, la qualification pour pouvoir commencer à accueillir les alternants. Il faut avoir lancé la démarche de qualification. Voilà dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions ? Ce qui est peut-être important à souligner, c'est qu'effectivement, le recrutement, il est à 2 têtes, c'est-à-dire que le GEC va proposer, présélectionner des candidats, mais le recrutement se fait effectivement à 2 têtes, c'est-à-dire que suite à alors on fait toujours, ça fait partie des processus, du processus de recrutement au GEC, on propose toujours une PMSMP préalable, avant le contrat en alternance, pour que le demandeur d'emploi voit précisément l'établissement dans lequel il sera et le public avec qui il travaillera pendant 12, 15 ou 18 mois. Et puis, ça permet aussi à la structure d'accueil de pouvoir voir
le futur alternant en situation et voir si effectivement ça va matcher. Donc ça, c'est important à dire qu'effectivement, suite au bilan de PMSMP, c'est vraiment une décision commune entre GEC et adhérents de dire on y va avec cette personne ou on n'y va pas pour telle et telle raison. Et si on n'y va pas, du coup, le GEC continue son accompagnement de la personne pour voir si effectivement, est-ce que c'est le public qui ne va pas, et auquel cas, on va essayer de trouver une autre structure d'alternance pour la personne. Soit c'est le métier finalement qui ne correspond pas, où la personne n'est pas encore prête à intégrer la phase de professionnalisation. Mais voilà. Et puis après, la force effectivement du co-accompagnement, c'est que la structure fait son travail d'accompagnement avec le tuteur. Et puis, ce qu'on n'a peut-être pas effectivement trop précisé, c'est qu'il y a aussi un accompagnement socio-professionnel pendant toute la durée du parcours qui est fait par le GEC et qui va faire en sorte que tout se passe bien dans les différents espaces du salarié, que tout se passe bien en entreprise. Donc, il y a des points réguliers qui sont faits avec les tuteurs et les chefs de service pour vérifier que l'évolution se passe bien en entreprise. Il y a un contact très privilégié aussi avec les centres de formation pour voir si effectivement le parcours se suit bien, s'il y a des aménagements à faire, des choses à réajuster. Et puis, on est à la disposition aussi des salariés pour qu'en dehors de tous ces points de suivi, de manière individuelle, si effectivement pendant le parcours, il y a des événements de vie, des freins qui viennent compliquer le parcours. L'objectif, effectivement, c'est quand on s'engage sur un parcours, c'est d'essayer d'amener la personne jusqu'au bout et jusqu'au diplôme. Ça, c'est le premier objectif d'un GEC. Et le deuxième GEC, le deuxième objectif, sur lequel on est évalué aussi, c'est l'insertion en emploi des personnes qui sont passées par le GEC. Merci. Monsieur Buchet voulait intervenir. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend. Si, c'est bon. Ok, merci. Concernant les formations de tuteurs, j'ai cru entendre que vous disiez qu'il y avait des formations de tuteurs de 35 heures. Nous, on a déjà un certain nombre de tuteurs qui sont identifiés sur nos structures et formés en lien avec les organismes de formation avec qui on travaille déjà. Mais ce n'est pas forcément 35 heures, c'est parfois moins. À partir du moment où il y a un tuteur qui est reconnu et c'est validé par le pro, c'est bien OK, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Hein. Oui, okay. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez juste préciser, monsieur Buchet, de quel secteur vous venez? EHPAD. EHPAD, SIAD, femmes, sanitaires. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des demandes d'informations complémentaires? Christine? Oui, j'en profite pour poser la question, parce que donc là, vous nous montrez des employeurs qui peuvent être d'horizons différents, donc dans des secteurs voisins, mais que ce soit autour du handicap ou de la personne âgée, par exemple. Est-ce que pour pouvoir mélanger, entre guillemets, ces employeurs, c'est un frein ou c'est au contraire une opportunité? Et est-ce qu'il y a une masse critique à avoir en nombre d'employeurs pour que le GIEC ait une capacité d'attractivité peut-être plus conséquente? Alors, pour répondre au premier point sur le fait d'avoir une diversité d'employeurs, oui, c'est un point fort, puisqu'en fait, dans les personnes qu'on rencontre, il y a des personnes qui sont attirées par certains types de publics ou qui n'ont pas forcément d'idées sur par exemple, dans le secteur du handicap est très vaste en fait. Du coup, plus on a de structures différentes, plus effectivement on a la possibilité de pouvoir offrir aux demandeurs d'emploi un type de public qui lui correspond. Donc ça, c'est un avantage. Et le fait d'avoir effectivement plusieurs employeurs sur le même territoire, c'est aussi une force, c'est-à-dire que ça permet effectivement de créer une émulation sur le territoire, y compris avec les prescripteurs.
de l'emploi qui, une fois qu'ils nous ont identifiés, ont le réflexe de nous envoyer les personnes avec lesquelles après on peut effectivement affiner le projet professionnel vers tel ou tel secteur. Est-ce que c'est plutôt le secteur personnes âgées? Est-ce que c'est plutôt le secteur du handicap? Et dans le secteur handicap, plus particulièrement, quel type de public? C'est aussi un jeu de co-construction de parcours, en fait, où la multiplicité des acteurs et du type d'acteurs permet de lever des doutes. C'est-à-dire que ça peut nous arriver d'accueillir des personnes en mise en situation. L'objectif n'est pas forcément de se dire derrière, on va accueillir la personne en alternance, puisque nous, on était déjà complet en termes d'alternants possibles à accompagner, mais il y avait un questionnement sur l'orientation. Ça fait partie aussi du rôle d'adhérent du GEC de se dire, c'est pas mon intérêt direct, mais j'accueille, je permets de valider ou d'infirmer un projet professionnel et du coup d'orienter vers autre chose. Une personne qui a été devant le handicap parce qu'elle pense qu'un type de handicap va plus lui plaire, allez quand même faire une petite mise en situation du côté d'un EHPAD pour voir ce que c'est, comment c'est, et affiner le projet. Et ça, notamment, on le fait sur Saumur, on est 2 adhérents là, un EHPAD et une masse à 500 mètres de distance l'un de l'autre. Ça facilite grandement ces possibilités-là, en fait. Ça facilite aussi les parcours de formation, puisque dans le cadre, par exemple, de la formation d'aide-soignant, mais aussi dans le cadre de la formation d'AES, il y a un stage à faire en dehors de sa structure d'accueil auprès d'un autre public. Du coup, c'est vrai qu'on favorise la mise en lien dans les différents établissements et on joue la proximité aussi pour les demandeurs d'emploi, le fait que voilà, on ait des adhérents sur le même secteur géographique, ça permet plus facilement de négocier des mises en stage. On a répondu à vos premières questions, Madame Fuseau, mais je crois qu'il y en avait. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les autres? C'était la masse critique, c'est-à-dire combien d'adhérents, en fait, il est envisageable d'avoir un consensus. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être élargi? Alors, élargi en nombre, et puis donc sur le plan géographique, parce que donc là, on parle du GEC 49, donc vous êtes sur une partie du département. Il me semble que vous avez dit que vous aviez éventuellement quelques structures qui étaient hors département, mais pas trop loin de votre secteur. Voilà. Donc peut-être pour les auditeurs, il y a peut-être des employeurs qui se posent la question, voilà, comment, au-delà du cadre statutaire, est-ce qu'ils peuvent effectivement s'inscrire dans cette démarche? Alors, actuellement, les statuts du GEC sont rédigés comme ça, c'est-à-dire que les adhérents doivent être sur le 49 ou bassin limitrophe. Bassin d'emploi limitrophe. Donc, effectivement, vous avez vu, on a un adhérent limite 72 qui est rattaché en fait à un bassin d'emploi du nord du département. Au jour d'aujourd'hui, le GEC est circonscrit comme ça. Après, au niveau de la taille critique, j'ai envie de dire, il n'y a pas de taille critique. Après, le GEC s'adapte en termes de moyens humains à son développement. Donc là, voilà, il n'y a pas de taille, critique. Et c'est pas tant une question d'adhérents qu'une question de capacité à avoir des candidats, d'une part, puisqu'il y a aussi des bassins sur lesquels c'est compliqué d'avoir des candidats qui remplissent tous les critères, mais qu'une capacité d'avoir des employeurs à recevoir les candidats. Dire n'importe quoi, si vous avez un GEC avec 40 adhérents, mais que sur les 40, il n'y en a que 15 qui peuvent recevoir chacun un apprenti, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux être que 4, mais que sur les 4, on arrive à en faire une trentaine. Parce qu'on a aussi cette question-là, c'est-à-dire qu'on peut adhérer, c'est pas pour autant qu'on va avoir un profil, qu'on va avoir quelqu'un à accueillir tout de suite s'il n'y a pas le profil sur le territoire. C'est-à-dire que c'est une carte en plus dans notre jeu, mais c'est pas
c'est pas la panacée. Et puis, vous allez avoir des structures en fonction de leur taille. Voilà, je prends une grosse association qui a 4 ou 5 sites, va avoir la capacité à accueillir beaucoup plus d'apprentis que nous qui sommes une association mono-établissement, en fait. C'est aussi cette question-là, c'est la qualité de l'accueil de l'apprenti derrière. Après, une association, ça se construit à partir de 2. Mais si vous êtes 2 adhérents avec chacun la possibilité de faire 15 apprentis, ça peut fonctionner. L'intérêt derrière, c'est ce que disait Géraldine, le GEC se calibre dans ses ressources humaines en fonction des besoins. Moi, je suis très admiratif du travail que fait Géraldine avec son équipe parce que c'est un travail de sourcing énorme en fait. Et c'est en ça que c'est intéressant. Nous, on n'a pas le temps de faire le sourcing. On n'a pas le temps de le faire dans ce niveau de précision-là. Le GEC nous amène ça. Je pense qu'on peut trouver une multiples adhérents parce qu'on est à peu près tous en recherche de salariés. Après, il faut se dire que c'est un investissement et que on investit aujourd'hui et on a les premiers résultats dans 12 à 18 mois. Après, ce qui est peut-être important aussi de compléter, c'est qu'effectivement, plus on a d'adhérents, en tout cas au niveau du GEC, et plus on a de possibilités d'accueil sur les territoires, plus on a la possibilité de faire matcher quand on rencontre des demandeurs d'emploi motivés et des profils intéressants, de pouvoir leur proposer une alternance chez un de nos adhérents. Ça, c'est sûr que c'est essentiel. Ça fait toujours mal au cœur quand on repère des bons profils sur une zone et qu'on n'a pas d'adhérents pour l'accueillir en alternance. Ce qui est un peu le cas, par exemple, sur la région d'Angers, où on est très bien identifié par les prescripteurs de l'emploi. On a des bons profils, mais par contre, on a encore assez peu de lieux de mise à disposition. Donc, ça fait partie des pistes de développement et ce que ça fait vraiment mal au cœur de voir des profils qui, du coup, qui sont intéressants et qui peuvent pas se former faute de lieu d'accueil. Et ce qui est important aussi peut-être à dire, c'est que l'engagement du GEC, c'est pas parce qu'un adhérent adhère au GEC qu'il est obligé de passer tous ses contrats en alternance au GEC. Il peut décider effectivement de confier au GEC 1, 2 projets d'alternance. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'exclusivité en fait. On a des adhérents qui effectivement confient tous leurs postes en alternance au GEC et puis d'autres adhérents qui nous disent voilà, nous on vous confie le recrutement de 2 postes et puis ils se laissent aussi la possibilité de recruter en direct des alternants. Merci. On a aussi une question sur le mode de facturation. Eh bien, justement, c'est la dernière vignette. Parfait. Voilà, sur qui peut être adhérent et comment ça fonctionne concrètement financièrement. Donc, en fait, pour être adhérent au GEC, c'est une adhésion qui est assez symbolique, puisque c'est 50 € d'adhésion. Donc, c'est d'association à association. Et puis, la facturation ne commence que quand il y a une mise à disposition qui se met en place. Et là, donc c'est une facturation à l'heure. Le conseil d'administration a fait le choix de se dégager du contrat support que nous on utilise, c'est-à-dire que ce soit contrat de pro, contrat d'apprentissage. L'heure de facturation est la même pour l'adhérent. Elle est actuellement de 23 € de l'heure. Et du coup, on ne facture que les heures de présence réelle en établissement. C'est-à-dire que toutes les heures qui sont passées en formation, les congés payés, les absences éventuelles, etc., les périodes de stage hors établissement, puisqu'il y en a dans 2 de nos 3 parcours, ce n'est pas facturé. Voilà comment ça fonctionne. Donc, vous avez un petit exemple. Par exemple, en janvier, quelqu'un est à 70 heures en formation, 75 heures en entreprise, il sera facturé 1 725. En revanche, au mois de février, la personne, elle est en formation
puis après elle est en stage et elle est en CP, elle ne sera pas du tout présente dans l'établissement, et ben, il n'y aura pas de facturation. Donc, vous voyez un peu le principe de facturation. Qui peut être adhérent au GEC? Donc, il faut être une personne morale de droit privé à but non lucratif. Il faut être sur le département du 49 ou bassin d'emploi limitrophe. Il faut effectivement cotiser à l'OPCO Santé, puisqu'on dépend de l'OPCO Santé. Il faut souhaiter effectivement développer et intégrer l'alternance dans sa politique RH, adhérer à l'association GEC et partager ses valeurs, disposer au sein de son établissement d'un tuteur formé, et puis signer une convention cadre de mise à disposition avec le GEC qui précise un petit peu toutes les règles de fonctionnement entre le GEC et son adhérent. Merci. Il y a quelqu'un qui demande le support. Donc oui, le support de présentation vous sera envoyé à l'issue de la réunion. Et donc, il y a une autre question. Quid du Ségur? Je ne sais pas si on peut préciser peut-être la question. Oui, alors plus précisément. Le Ségur, ça dépend c'est dans la vignette là, plus prime selon vos pratiques. Tout dépend dans la décision unilatérale de l'employeur, ce qui a été prévu pour le Ségur, s'il est prévu que le Ségur soit versé aux alternants ou pas. S'il est versé aux alternants, il rentre dans ses primes supplémentaires. Si par exemple vous avez une prime annuelle, qu'elle soit, peu importe, présentéisme décentralisé, à partir du moment où l'alternant rentre dans les critères d'éligibilité, il la touche comme tous les autres salariés. Merci. Alors, on va, je pense, pouvoir terminer et puis passer la parole peut-être à France Travail. Mais avant, on a donc une question sur qui contacter si nous souhaitons discuter de l'adhésion. Donc, c'est vous, Madame Bobinet, directement? Oui, tout à fait. Oui, je ferai l'intermédiaire puisque ensuite, c'est le conseil d'administration. Les candidatures à l'adhésion sont validées par le conseil d'administration, mais la porte d'entrée, oui, vous pouvez tout à fait me contacter. Donc, on précisera l'adresse mail de Madame Bobinet. Ah bah, parfait. Voilà, l'adresse mail. Bon, voilà, vous avez toutes les informations, adresse mail, numéro de téléphone pour effectivement contacter le GEC Santé Sociale 49. Et à ce jour, on n'a pas d'équivalent dans les autres départements de la région, puisque c'est une des questions aussi qui est demandée. Même si, voilà, on sait que on entend parler de certaines possibilités dans d'autres départements, mais à ce jour, rien n'est constitué. Oui, non, effectivement, les autres GEC médico-sociaux sont sur... il y en a un en Île-de-France, un en PACA, Aquitaine et Rhône-Alpes. Merci beaucoup à tous, à Madame Bobinet, à Madame Guibert, à Monsieur Guibert, pardon. Monsieur Guibert. Moi, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à la facturation et qui permet de remercier aussi les services de l'ARS, puisque dans le cadre des échanges entre Géraldine en tant que directrice, la présidence du GEC et les services de l'ARS, les adhérents au GEC deviennent aussi éligibles au CNR lié à l'apprentissage. Là où les années précédentes, on ne pouvait pas forcément en bénéficier. Maintenant, on va pouvoir en bénéficier et ça va nous permettre de décupler d'autant plus nos capacités d'accueil d'apprentis. Je pense que ça pouvait être un frein auparavant, le coût pour un certain nombre de personnes qui auraient souhaité adhérer. Maintenant, on est bien aidé, bien accompagné. Je le répète, le GEC, c'est une aventure sociale, c'est aussi une volonté de faire de l'insertion et de donner de la chance à des profils qu'on ne prendrait pas forcément. Et c'est surtout aller sur un recrutement avec un gage de qualité parce qu'il y a un gros travail de sourcing qui est fait en amont. Et pour les autres départements, faut
faut pas hésiter à vous lancer parce que je pense que c'est un très très bon levier pour créer des vocations dans notre secteur. Merci. Christine, avant de donner la parole à Madame Katiushka Dutour de France Travail, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Je reboucle juste ce que vient de dire Monsieur Guibert et ce que Stéphane Guéraud disait en introduction, c'est-à-dire que ce sont des groupements que l'on souhaite favoriser. Donc, on suit de près l'expérimentation. Enfin, ce n'est même plus une expérimentation d'ailleurs sur le 49, puisque ça a déjà montré ses preuves. Je sais que sur le 44, il y a eu des échanges avec le département pour aider à la mise en œuvre d'un GEC. On sait aussi que la mutualisation des moyens, le fait de s'appuyer sur des expertises comme Madame Bobinet est quand même un facteur facilitant pour les recrutements et c'est une des solutions, ou en tout cas ça peut être un appui vraiment intéressant pour faire face à vos besoins et ça crée, je pense aussi, une certaine dynamique au sein des équipes, le fait d'avoir cette démarche. Donc c'était important qu'on puisse la promouvoir, que vous puissiez la connaître, la découvrir si ce n'était pas déjà fait. Et puis, on ne peut que vous inviter à aller dans ce sens. On voit bien que sur le plan actualité nationale, on est aussi sur le développement de tout ce qui est mutualisation, regroupement d'employeurs. Donc, voilà, le GEC, c'est déjà une structure qui existe et qui peut effectivement vous encourager à vous lancer dans cette expérience. Merci beaucoup. Et puis, donc, je laisse peut-être la parole à France Travail. Merci, Christine. Bonjour à tous. Alors, pour compléter le propos de Madame Bobinet, qui vous a indiqué que c'était précieux d'avoir les candidats en immersion en entreprise, je vous ai remis un lien dans le fil de discussion pour que vous puissiez de fait aller directement sur le site Immersion Facile, qui vous permet de gagner du temps dans la mise en œuvre de ces conventions, qui vous permet donc d'accueillir préalablement les candidats pour faire connaissance avec eux et surtout pour que les candidats puissent mieux découvrir les métiers. Donc, vous l'avez dans le fil de discussion et je vous ai également noté l'invitation qui vous est faite dans le cadre de la semaine du soin et de l'accompagnement. L'invitation destinée à tous les employeurs pour l'immersion facile. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par le site Immersion Facile avec nos collègues en direction générale qui travaillent sur le secteur santé sociale. Donc, demain, en fin de matinée, vous pouvez rejoindre ce webinaire. Si vous souhaitiez plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser les questions dans le fil de discussion. Vous allez retrouver cette invitation sur le site, je vous l'ai mis dans la discussion à l'instant, qui s'appelle prendresoin.fr. Hop là, je vais le corriger. Prendresoin.fr, c'est donc la nouvelle plateforme qui a vu le jour en fin d'année dernière, qui vise à recenser toutes les informations au niveau des métiers de votre secteur, au niveau de l'accompagnement, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure avec l'action du GEC, on est bien sur de l'accompagnement, et au niveau du recrutement. Donc, cette plateforme Prendre Soin, elle est initiée par la commande du ministère de la Santé, ministère de la Cohésion sociale, ministère du Travail. Donc, je vous invite vraiment à tous pouvoir collaborer à cette mine d'informations que l'on retrouve sous cette plateforme prendresoin.fr. J'essaie de ne pas être plus longue par rapport au timing qu'on s'était donné. Est-ce que vous souhaitez, Karen ou Christine, que je complète? Enfin, c'est bon pour moi. Oui, sachant que oui, effectivement, on avait prévenu, c'était 14h15, donc on a des personnes qui doivent partir pour d'autres réunions. Nous avions prévu toutefois, Karen, de poser la question à nos auditeurs pour savoir si ce créneau en termes d'horaire leur convenait. Donc, je pose la question dans le fil de discussion, si vous pouvez mettre un pouce ou une autre réponse par rapport à cette question. Ça nous aidera à proposer des services qui vous conviennent. Est-ce que la durée également
vous convient. Et s'il y a d'autres thèmes que vous souhaitez aborder avec l'ARS et France Travail. C'est parfait, je pense. Donc, n'hésitez pas, hein, même si la réunion est finie, vous devez toujours avoir accès au fil de discussion, je pense, après. Donc n'hésitez pas à interagir. Bah, ça commence déjà, donc c'est parfait. Et puis voilà, on espère que cette présentation vous a permis effectivement de voir ce qui existait, ce qu'il est possible de faire et comment ça peut vous aider dans vos recrutements. Écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée. Encore merci à Madame Bobinet, à Monsieur Guibert. Et puis, on vous dit à une prochaine fois peut-être. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Eh ben, c'est bon, tout le monde est parti. Alors attendez.